Ok, bonjour. Donc mon sujet avec Marc, ça va être de balayer un petit peu le post et le PEROC, donc on va enchaîner et parler ensemble de l'ensemble du processus. Donc la préhabilitation, ce qui est symbolisé sur ce graphique, effectivement la situation standard, c'est une situation où un patient va se dégrader en post-op, puis récupérer progressivement. La réhabilitation vise à limiter ce phénomène. L'idée de la préhabilitation, c'est d'augmenter ses performances avant la chirurgie, de façon à ce que l'impact de la chirurgie se limite à un impact fonctionnel aussi modeste que possible. Alors, comment peut-on arriver à tout ça? Il y a un certain nombre de pistes qu'on va passer en revue, les aspects psychologiques, cognitifs et physiologiques, avec des pistes qui sont pour certaines déjà étayées et d'autres moins. Donc ce qui marche, et ça je vous le reverrai tout au long du topo, c'est l'information, on en a pas mal parlé, c'est les aspects nutritionnels, on va le redétailler à nouveau, c'est la prévention de l'anémie préopératoire et c'est des aspects de gestion médicamenteuse et gestion de toxiques comme le tabac. Et puis il y a des éléments qui sont en cours d'exploration, qui sont plus autour de l'activité physique préopératoire, que ce soit des exercices physiques globaux, que ce soit des exercices physiques sur une récupération fonctionnelle, soit des exercices physiques ciblés sur quelques groupes musculaires en particulier en orthopédie, ou des fonctions comme la fonction respiratoire en chirurgie thoracique. Alors l'éducation, on en a déjà pas mal parlé, je vais pouvoir passer vite. Ce qu'on sait, c'est qu'informer un patient ou former un patient, comme on a discuté, a des effets anxiolytiques, ça a été montré dans pas mal de méta-analyses. Les modalités d'information, par contre, ne suffisent pas à elles seules à réduire la durée de séjour. C'est tout ce complexe du processus de rééducation. L'information est un des éléments, mais elle ne suffit pas, elle ne s'intègre dans un processus. Alors, elle prend des formes variables. C'est une série faite en chirurgie orthopédique qui touche à des patients opérés de prothèses de hanche et de genou. Alors, vous voyez au passage la problématique de la taille de l'information, ce qu'a bien évoqué notre collègue tout à l'heure. 60 pages d'information, il faut se les taper quand même, 60 pages d'information. Donc on peut imaginer effectivement qu'on évolue vers des formes de vignettes ou des choses un peu plus synthétiques. Néanmoins, cette information a été faite 3 semaines avant la chirurgie, avec une entrevue interactive, téléphonique ou en face à face, assez longue, vous voyez, de 60 minutes. Et avec ça, ses collègues anglo-saxons avaient une réduction de la durée de séjour sur l'ensemble des patients, soit prothèse de hanche, prothèse de genou, avec ce biais qui était que les patients qui participaient à ce processus étaient uniquement volontaires, ça ne touchait pas l'intégralité de la population comme on va suggérer de le faire depuis ce matin. Les supports variés, avec des éléments effectivement, j'adore tout à fait ce que dit M. Verrier, sans doute encore assez indigestes et qui vont devoir évoluer dans le temps pour être à la fois vecteur d'information et simple à comprendre. Alors les apports hydriques et carbohydrates préopératoires, là il y a des informations assez claires sur la chirurgie abdominale qui montrent qu'effectivement l'apport de carbohydrates en préop est un élément intéressant sur la récupération fonctionnelle avec une durée de séjour pour le coup qui est impactée par ce simple facteur, ce truc très simple à mettre en application. En revanche, dans le cadre de la chirurgie orthopédique c'est moins clair, il y a sans doute un bénéfice plus spécifique en chirurgie viscérale. Les recommandations récentes sur ce domaine, c'était l'apport de liquide clair dans les 2-3 heures avant la chirurgie. Et ces liquides clairs sont recommandés éventuellement avec des apports sucrés et sont par contre déconseillés chez les patients diabétiques. En tout cas, l'apport de sucre chez les patients diabétiques dans ce contexte-là n'est pas recommandé. Alors, la nutrition, c'est un sujet assez vaste. On l'a déjà évoqué, donc je vais passer rapidement. Il y a des facteurs de risque qui sont liés aux patients et des facteurs de risque liés également aux thérapeutiques adjuvantes. L'important, c'est de penser à ce phénomène de dénutrition et d'être capable de le quantifier. Vous voyez que là, les éléments à quantifier sont l'IMC d'une part, la perte de poids récente de plus de 10% et des critères biologiques comme le taux d'albumine. Si vous avez un de ces critères présents, eh bien, vous pouvez commencer à classer les patients en termes de risque de dénutrition. Et c'est ce qu'a déjà montré notre collègue tout à l'heure dans le cadre de la chirurgie thoracique. Eh bien, effectivement, l'intrication entre le risque chirurgical et l'état nutritionnel fait que ces patients peuvent être classés en 4 groupes, depuis le patient non dénutri jusqu'au patient risque maximum du groupe 4, qui lui non seulement est dénutri, mais est exposé à une chirurgie à risque maximal. Donc c'est une pratique qu'il faut réussir à intégrer dans l'évaluation préopératoire. Alors, qui, du coup, mérite une nutrition préopératoire? C'est le patient de groupe 2 ou 3 qui, eux, peuvent bénéficier d'un conseil nutritionnel sur une courte période ou de compléments nutritionnels pour le groupe 3. Et pour le groupe 4, ces patients sont dans une assistance nutritionnelle
avec un apport nutritionnel supplémentaire pendant 7 à 10 jours avant l'intervention. Autre volet de la nutrition, c'est la pharmaconutrition. Alors cette fois-ci, la pharmaconutrition, elle parle d'agents nutritionnels qui peuvent jouer un rôle dans la réduction des complications dans le cadre de la chirurgie carcinologique. Et ça a été montré effectivement avec des agents nutritionnels comme ceux qui sont listés ici, l'arginine, la glutamine ou d'autres. Différentes études ont pu montrer que cette immunonutrition avait un impact bénéfique sur la complication. C'est ce dont on parle depuis ce matin sur la réhabilitation, réduction de complications périopératoires. Et donc là aussi, il y a des recommandations qui ne touchent cette fois-ci que la chirurgie pour cancer, avec indépendamment d'un état de dénutrition ou pas, le patient doit recevoir un apport d'immunonutrition pendant la semaine qui précède l'intervention. Et on peut par extension également proposer ce type d'approche d'immunonutrition dans un autre type de chirurgie carcinologique, la chirurgie OEA. Donc au total, vous avez différentes possibilités, le carbohydrate. Je n'ai pas de réaction particulière avec fortidem, mais peu importe, des sucres en préopératoire. Le patient dénutri en fonction de sa classification de gravité peut être renutri en préopératoire. Et dans le cadre de la chirurgie carcinologique, les apports d'immunonutrition. Alors l'anémie, c'est quelque chose qu'on gère en préopératoire. On a une bonne expertise là-dedans en anesthésie et réanimation, en particulier dans la chirurgie orthopédique. Effectivement, quand on fait des enquêtes sur les patients d'orthopédie, on a des fréquences d'anémie relativement significatives, soit sur les arthroplasties ou les fractures du col, avec un risque accru de transfusion périopératoire. Donc le problème, c'est de détecter, c'est d'avoir des filières qui permettent d'avoir l'information en temps utile pour les médecins anesthésistes et de déclencher des traitements comme l'érythropéritine, le fer. Et c'est ce qui a été montré dans des modèles de chirurgie orthopédique, toujours prothèse de genou ou prothèse de hanche. Cette fois-ci, effectivement, parmi les facteurs prédictifs de la durée de séjour, vous avez les différents facteurs, mais vous voyez également le taux d'hémoglobine préopératoire qui est un élément très important de la prédiction de la durée de séjour. Et dans le cadre de mesures d'assurance qualité et d'amélioration des pratiques là-dessus, quand les patients étaient pris en charge dans un groupe pour lequel il y avait une prévention de l'anémie préopératoire, eh bien, on avait une amélioration de la prise en charge, et en particulier des réductions des durées de séjour. Le tabagisme, on a dit un mot également en chirurgie thoracique, c'est un point crucial qui touche tous les patients. Alors, ça, c'est une recommandation que j'ai utilisée également, qui mettait la lumière sur le fait qu'effectivement, le tabagisme est un facteur de complications périopératoires important. Vous voyez, c'est des chiffres très importants, un triplement du risque infectieux et coronaire, doublement à quadruplement des complications de cicatrisation, donc c'est des éléments tout à fait pertinents. Alors, la SFAR est en train de remettre en route une recommandation qui va sortir cette année et qui donc va essayer d'être peut-être plus synthétique et plus percutante, parce que la pratique de sevrage tabagique n'est quand même pas encore assez développée en périopératoire. La gestion des médicaments fait partie de la prévention également des complications périopératoires. Là aussi, la SFAR s'est positionnée sur une recommandation que nos collègues anesthésistes utilisent largement sur la gestion des médicaments. Donc, c'est disponible sur le site de la SFAR. Je n'ai pas l'intention de détailler aujourd'hui. L'approche médicamenteuse peut être complémentaire en préopératoire et on a des données assez solides sur l'utilisation des corticoïdes en préopératoire à des doses de l'ordre de 8 mg pour la dexaméthasone. Et dans ce contexte de chirurgie majeure, l'administration d'une dose unique de ce corticoïde en préopératoire a des effets significativement bénéfiques sur la durée de séjour avec une réduction de l'ordre de 2 jours. Alors on va venir maintenant à la partie finale de ce cours sur tout ce qui est activité physique ou rééducation en périopératoire. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, l'actualité de la rééducation, c'est un petit peu le patient se dégrade et on met en place une récupération fonctionnelle pour essayer de le ramener à son niveau de base. Donc l'idée, ce serait de décaler cette approche rééducationnelle avant l'intervention, de façon à gagner un petit peu de terrain, avant même que le patient soit exposé à la chirurgie. Alors le problème, c'est effectivement le moment, c'est l'organisation qui peut permettre de faire cette rééducation pré. C'est la possibilité du type de mouvement qu'on peut proposer à ces patients. C'est pas toujours évident de faire de la rééducation, même si on est guidé par un kinésithérapeute. Il faut que ce soit des mouvements dans la littérature qui soient suffisamment simples pour être à la fois efficaces, mais réalisés par le patient. C'est le type de charge qu'on peut proposer, c'est la répétition de ces mouvements, c'est la durée de ces séances. Tous ces éléments-là sont en cours d'évaluation par nos collègues, en particulier de l'EPR. Alors voilà des exemples de feuilles d'information concernant des patients opérés de prothèse de hanche, prothèse de genou. Là, la situation est assez caricaturale. On a un
quadriceps qui va être impacté par cette chirurgie dans la prothèse des hanches, la prothèse de genou, c'est déterminant pour la reprise de la mobilisation. Et bien faire des exercices physiques de ce type-là par le patient dans les semaines qui passent l'intervention est un élément qui permet d'améliorer la récupération fonctionnelle. Toujours autour de cette récupération et de cette kinésithérapie, la familiarisation du patient avec l'utilisation de cannes en préopératoire lui permet de faire face à sa mobilité en post-opératoire de façon beaucoup plus efficiente que s'il les découvre alors qu'il sort de son intervention. Dans la récupération fonctionnelle et dans l'amélioration de la réhabilitation avec des facteurs préopératoires, on a aussi des données de chirurgie différentes, chirurgie cardiaque. Cette fois-ci, on est à la fois dans des approches de récupération fonctionnelle et d'amélioration fonctionnelle préop, et également d'exercices inspiratoires. Et bien, ce package, on va dire, à la fois fonction globale et prévention des complications respiratoires avec des exercices inspiratoires, a pu être montré efficace sur la réduction des complications respiratoires, en particulier atelectasie et pneumonie. Donc des données préliminaires en chirurgie cardiaque qui suggèrent que si en préopératoire on prépare ces patients physiquement et sur la thématique respiratoire, on peut prévenir un certain nombre de complications. On s'intéresse également en chirurgie thoracique à la fonction respiratoire et en particulier à la mesure des fonctions sous la forme de la VO2 max. Et on a pu montrer effectivement, toujours dans des travaux préliminaires, que l'exercice préopératoire augmente cette capacité d'exercice mesurée par la VO2 max. Ça, c'est la bonne nouvelle. La nouvelle moins pertinente pour l'instant, c'est que cette VO2 max ne prédit pas au mieux les suites post-opératoires. Donc certes, on peut mobiliser le patient en termes de capacité fonctionnelle globale de VO2 max. Ce n'est pas pour autant qu'on améliore ses complications, qu'on réduit ses complications post-opératoires. Et puis enfin, toujours dans la perspective de la chirurgie thoracique, eh bien, on peut s'intéresser, ce que fait un groupe actuellement qui a lancé cette étude, à l'instauration de la VNI, non pas en post-op, comme on l'a évoqué tout à l'heure avec mon collègue de chirurgie thoracique, mais en préopératoire, sous la forme d'une préparation par VNI pendant les 7 jours qui précèdent l'intervention, afin de tenter de préparer ce patient à une chirurgie de type stylontectomie ou lobectomie. Donc ce type d'approche préopératoire utilisant la VNI a peut-être dans le futur des éléments de préparation à la chirurgie. Alors on a aussi des données descriptifs, pour l'instant, qui ne sont pas des éléments de preuve solides, sur les exercices physiques globaux, c'est-à-dire le renforcement à la fois ciblé sur certains groupes musculaires comme le quadriceps, et une préparation plus générale qui commence à émerger dans la littérature de l'UPR et qui pourront, à mon avis, être des éléments qu'on pourra proposer à nos patients dans les années qui viennent. Voilà, donc en conclusion, comme je vous l'ai dit, pour l'instant, il y a des choses solides. Tout ce qui touche autour de l'information et l'éducation, on en a largement parlé, de la nutrition, des carbohydrates, de l'immunonutrition, de l'anémie préopératoire, de la résultatable de gestion des médicaments, et puis des éléments très intéressants mais qui ne sont pas encore complètement solides sur les exercices physiques et tout ce qui tourne autour de la récupération, de la préparation